Salut, c'est les Jérôme. Nous voici déjà mi-avril et pour nous cela coïncide en général avec le bon moment pour planter nos pommes de terre, ce que nous indique aussi la floraison des lilas. Voici donc un petit topo sur les patates, leur culture, conservation et reproduction. Enfin, comment nous on s'y prend en tout cas. Revenons un peu en arrière, fin de l'hiver, début mars, bien avant la floraison des lilas. On pense déjà à la plantation et on a pris soin de mettre les plants de pommes de terre à germer. Ils sont disposés dans ces cartons à eux, ce qui permet de les ranger sans qu'ils ne se touchent et de déplacer facilement le tout. Comme c'est un support très absorbant, cela évite toute humidité tout en permettant à chaque tubercule d'être bien exposé à la lumière. Et puis on note bien la variété sur la pile. Pour une bonne germination, le mieux est un endroit lumineux, mais sans soleil direct, et une température aux alentours des 10 degrés. Cela permettra aux plants de développer des germes bien trapus et solides. Chez nous, c'est la verrière qui correspond parfaitement à ce qu'il faut. Dans la cave où les patates sont conservées, elles ont aussi naturellement tendance à germer, mais privées de lumière, les germes sont longs et fragiles, ce qui n'est pas idéal. Un peu plus tard, à l'occasion d'une belle journée, on en profite également pour préparer un peu la parcelle qui va accueillir la plantation. On choisit une parcelle bien exposée, car les patates ont besoin d'un bon ensoleillement et qui a bénéficié de bons amendements l'année précédente ou pendant l'hiver. La pomme de terre, comme la plupart des solanacées, semble aimer un sol légèrement acide et sablonneux. Pile poil pour nous, car c'est exactement ce qu'on a. Et en général, on y a déjà fait un semis de fèves fin février, car on trouve que c'est une bonne association. On ne travaille pas spécialement le sol, le compost et le paillage ont permis à la vie du sol de faire le plus gros du travail. Pour le reste, il faut attendre que les plants germent et que le printemps s'installe. Nous voici aux alentours du 20 avril. Les plants ont bien germé, de petites tiges bien trapues avec quelques feuilles se sont développées et on va pouvoir passer à la plantation. Le sol réchauffé va aider à une bonne levée de la culture. Après, pour le bon moment, ça dépend des climats bien sûr. Il existe aussi multitude de techniques et de façons de planter les pommes de terre, et bien sûr chacune a certainement ses avantages et ses spécificités en fonction du terrain. Certains vont les planter à différentes profondeurs, d'autres encore ne pas les planter du tout, parfois mises à même le sol et recouvertes de paillis. Bref, à vous de vous inspirer ici ou là ou de tester de nouvelles choses, tout est permis. On en a déjà essayé quelques-unes et on est revenu à ce qui fonctionnait le mieux chez nous. Donc, nous, on les plante en 2 lignes, de part et d'autre de la ligne de fèves qui sont sorties de terre, et à une profondeur de 10-15 cm. Cette profondeur permettrait d'éviter trop de dégâts dus aux campagnols, car les galeries des râteaux-pieds sont moins profondes, surtout dans un sol si meuble. Et comme on en a pas mal dans le coin, autant éviter de se faire déguster toute la plantation avant même qu'elle ait une chance de pousser. Après, vous verrez plus loin qu'on a aussi une autre stratégie pour protéger les plantes des campagnols. On les plante donc en ligne, tous les 30 cm, soit un pied, un point, comme disaient nos grands-parents. Comme association, on le fait donc toujours avec les fèves, une fabacée qui, contrairement à la pomme de terre, n'est pas trop gourmande. Elles enrichissent même, après culture comme on laisse tout au sol, car elles peuvent capter l'azote atmosphérique en association avec des bactéries. Autre point positif, les pommes de terre poussant de chaque côté, elles vont soutenir les fèves qu'il faut normalement buter et nous épargner ce travail. Il y a beaucoup d'autres cultures qui peuvent être associées aux patates, et comme souvent, les exceptions sont les plantes de la même famille. Comme ce sont des solanacées, il vaut alors mieux éviter les tomates, aubergines, poivrons, physalis, etc. Cela pour ne pas aider à la propagation des maladies ou ravageurs. Bon, à prendre avec précaution, car parfois on est surpris que certaines choses peuvent tout de même marcher, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Il ne faut rien s'interdire et tester. Question maladie, les pommes de terre sont, semble-t-il, assez sujettes au mildiou.
On n'a pas trop de soucis de ce point de vue malgré notre climat humide, mais on fait la plantation en ligne. Gilbert de Fraternité ouvrière aimait souvent rappeler que dans le cas d'une plantation de patates en carré, la maladie apparaissait toujours depuis le centre, là où la densité est la plus grande et l'aération la moins bonne, et puis peut se répandre facilement dans toutes les directions. On plante des pommes de terre germées entières, mais on peut aussi les couper en morceaux, ou on peut même planter simplement les germes, ou encore il semblerait que de simples épluchures de patates, un peu épaisses, pourraient suffire. Donc, sans la patate. Avec ou sans patate? Sans patate! Après, les réserves dans le plan permettent aussi à la plante de supporter de petits aléas, comme un stress hydrique, ces derniers avrils ont été très secs, ou de repartir après des gelées tardives qui brûlent les jeunes pousses. D'ailleurs, en cas de gel tardif, comme on en a eu au mois de mai passé, on passe un coup d'arrosage directement le matin sur les jeunes pousses et cela repart. Alors, on plante quasi tout en même temps, car la plupart de nos variétés sont des pommes de terre de conservation. La culture de patates est assez facile et n'est pas bien exigeante. Tout au pire, un petit désherbage ou binage si les adventices prennent trop de place en début de culture, mais avec un bon paillage, la pomme de terre n'a pas trop de soucis à se faire, et c'est aussi une culture dite nettoyante, car après la récolte, il n'y a pas beaucoup d'adventices restantes sur la parcelle. Une chose à faire tout de même, c'est buter les plants lorsqu'ils font 20-30 cm de haut. On peut le faire avec la terre de part et d'autre de la ligne, mais on peut aussi buter avec de la matière organique qui fait alors office de paillage et de compost de surface. Comme on a la chance d'avoir de belles zones où les orties sont très abondantes, on ne va pas se priver. On en fauche donc une bonne partie, qui repoussera, pour les récolter et les utiliser ensuite comme paillis au pied des patates. On peut utiliser toutes sortes de végétaux, comme la consoude, elle aussi riche en azote et en potasse, ce dont les patates sont friandes. Ce sont toutes deux des plantes à forte biomasse et qui poussent rapidement. De la tonte est aussi possible, mais en fine couche. Il ne faut par contre pas trop fertiliser avec des engrais ou des fumures trop fraîches, trop riches en azote, ce qui serait néfaste et pourrait provoquer des maladies. Les apports de fumier, urine, etc. ont été faits en automne ou tout début du printemps. Les patates n'ont en principe pas besoin d'être arrosées, sauf en cas de sévère sécheresse au printemps, au démarrage de la croissance. Ceci dit, les printemps très secs, cela arrive de plus en plus souvent, et avec notre sol sableux qui retient peu l'eau, il nous arrive d'arroser un peu, mais cela reste tout de même exceptionnel. Lors d'un éventuel arrosage, il faut éviter de mouiller le feuillage, ce qui pourrait provoquer des maladies cryptogamiques comme le mildiou, surtout s'il fait chaud. Il arrive qu'on y ajoute aussi un peu de vase décomposé en provenance de l'étang ou du canal, qui finalement est un compost mûr comme un mentement. Comme on en a en perte de vue, on ne va pas s'en priver, et en plus ça nettoie le canal. Et puis on peut laisser la culture pousser tranquille. Vient la récolte des fèves et la joie qui va avec, ce qui laisse un peu plus de place aux patates. Puis les restants des fèves sont utilisés comme paillage et donc comme apport nutritif supplémentaire. C'est là que la fabacée peut apporter plus d'azote au sol qu'elle en aurait prélevé. Voici venu le temps de la récolte. Il faut une belle journée et qu'il n'ait pas plu depuis quelques jours. Une fois que les plants ont fané, on peut y aller. Et cela dépend bien sûr du moment de plantation, mais aussi de la précocité de la variété. En effet, il existe quantité de variétés de pommes de terre de toutes sortes, et toutes n'ont pas la même durée de culture.
Il y a des variétés allant de très précoces à tardives. Les plus précoces ou hâtives vont mettre 90 jours de culture pour arriver à terme, 110 jours pour les mi-précoces, alors que les mi-tardives ou tardives vont demander une culture de 120 jours ou plus. Les primeurs peuvent être de toute variété, elles sont simplement récoltées jeunes, à la floraison, quand la peau est encore toute fine. Ou alors on peut aussi chaparder ici et là une jeune pomme de terre et laisser le plant continuer sa croissance. L'aptitude à la conservation est liée à la tardiveté de la variété, mais il y a tout de même d'autres paramètres. La période de culture dans la saison et la manière de récolter jouent aussi un rôle. Et à ces différences temporelles entre les variétés vient s'ajouter, en plus du goût et des couleurs, la qualité de la chair allant de ferme à farineuse. La récolte est assez simple et agréable, c'est un peu une chasse au trésor. On utilise tout de même une fourche bêche pour soulever les plants, mais la plupart du temps, dans notre sol léger, en creusant avec la main, cela fait très bien l'affaire. Quel bonheur! Quelques-unes ont été grignotées par les campagnols, mais c'est assez limité. On récolte tout cela dans des cagettes en triant bien les variétés car on va les reproduire. Voilà qui nous fait déjà une très belle quantité. Au final, très peu d'attaques de campagnols, même s'ils semblaient être nombreux. Bon après, quand ils prennent une patate pour cible, ils vont jusqu'au bout. Et tant mieux, pas de gaspillage. Après la récolte, on va disposer les tubercules au soleil pour quelques heures pour bien les laisser sécher puisqu'il s'agit de patates de conservation. C'est aussi l'occasion de faire un premier tri et de retirer toute pomme de terre abîmée ou blessée, ce qui compromettrait la conservation. Celles-là seront consommées en premier. On en profite aussi pour faire le tri des futurs plants qui seront mis en terre l'année prochaine. Pour cela, on met de côté des tubercules sains et de taille moyenne. Et la taille, c'est important pour les patates. Car planter de petits tubercules donnera une récolte faite en grande partie de grosses pommes de terre, et à l'inverse, planter de gros tubercules produira en majorité des petites pommes de terre. Et donc, un tubercule de taille moyenne fera un bon compromis pour une récolte variée. Et aussi, c'est plus facile à stocker. Après quelques heures, on rassemble la récolte dans les cajots. Ils seront stockés en cave, donc au frais, protégés du gel et de la lumière, dans cette armoire, ce qui les protégera également des rongeurs. Quant aux plants sélectionnés pour la plantation de l'année suivante, on les laisse exposés à la lumière et aux intempéries, mais pas au soleil direct ou alors il faut retourner un cajot par-dessus. De cette façon, les tubercules vont verdir et même noircir, et du coup produire beaucoup de solanine. Cela les rend plus résistants, mais aussi impropres à la consommation, y compris et surtout pour les rongeurs, qui n'y toucheront en principe pas là où on va les conserver, mais aussi l'année suivante en début de culture. Comme il est difficile de les reconnaître une fois que la couleur a changé, il faut bien avoir indiqué la variété sur chaque panier. Après les pommes de terre, la parcelle est libre. On ne va pas laisser le sol nu et on va tout de suite refaire un semis. Après avoir ratissé la parcelle, on fait ici un semis d'épinards et de radis dont on a récupéré les semences de ceux montés à graines fin du printemps. On peut aussi simplement faire des semis d'engrais verts tels que de la facélie, moutarde ou encore seigle. Ce que sont aussi les épinards d'ailleurs, toutes plantes pouvant être considérées comme engrais verts. Dans ce cas, on en profite aussi pour amender la parcelle, à nouveau avec de la matière organique décomposée qui provient de l'étang, à sec en cette période de l'année. L'azote sera mobilisé par les plantations pour l'hiver, ce qui évitera le lessivage du sol avec les pluies hivernales.
Le gel ou un fauchage de la plantation détruira la plante et permettra, après la décomposition, que cela soit rendu au sol et avoir en prime une terre aérée et décompactée. Tout cela lève et pousse assez rapidement. Les épinards sont d'une variété dite d'hiver, ce qui va permettre d'en faire des récoltes encore longtemps dans la saison, et si l'hiver n'est pas trop rude, encore à la reprise au printemps suivant. Les plants pour l'année suivante ont bien verdi, et on va maintenant les rentrer et les conserver dans les mêmes conditions que la récolte jusqu'à l'année suivante. Et puis voici déjà les premières gelées fin octobre. On consomme donc des pommes de terre tout au long des saisons. Il nous en faudrait encore un peu plus pour subvenir à notre consommation. Pour l'instant, c'est à peu près 25 plantes de 4 variétés différentes, ou plus ou moins 100 pieds, qui nous ont produit 85 kg de tubercules. Peut-être que 125 pieds serait mieux, mais bon, ça dépend d'une année à l'autre, le rendement peut aussi varier. Ensuite, le cycle reprend au printemps suivant avec la mise à germination des tubercules. Voilà pour le tour complet de la culture de la pomme de terre, encore une fois telle qu'on la pratique chez nous, et on vous invite bien sûr à voir ce qui se fait d'autre et ailleurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Sans patate! Passez du temps au jardin, portez-vous bien, et à bientôt. Non, sans rien du tout, pomme de terre.